Il existe un schéma dans l'histoire militaire qui a détruit 3 puissances mondiales au cours des 6 derniers siècles. Et en ce moment même, les États-Unis suivent exactement le même schéma, étape par étape, défaite par défaite. Presque comme s'ils lisaient le même manuel qui a conduit à la catastrophe à chaque fois auparavant. Rome possédait l'armée la plus redoutée de la planète. Les légions étaient invincibles. Elles avaient conquis 3 continents. Aucune armée ne pouvait leur résister. Puis, lors de la bataille d'Andrinople, elles ont subi une seule défaite catastrophique. 32 ans plus tard, Rome était mise à sac. L'Empire d'Occident s'est effondré 70 ans après. L'armée invincible était devenue une plaisanterie. La France possédait la plus grande armée d'Europe. La ligne Maginot était impénétrable. Les généraux français qualifiaient leur armée de la plus belle du monde. Puis l'Allemagne a envahi. 6 semaines. C'est le temps qu'il a fallu pour détruire le mythe. L'armée française, que tout le monde croyait invincible, a été vaincue si complètement que la France est devenue un État fantoche du jour au lendemain. L'Union soviétique était une superpuissance. Armes nucléaires, la plus grande armée du monde, des décennies de domination militaire. Ils ont envahi l'Afghanistan en pensant que cela prendrait quelques mois. 10 ans plus tard, ils se retiraient dans l'humiliation. 2 ans après ce retrait, l'Union soviétique a cessé d'exister. La défaite militaire a déclenché l'effondrement de tout l'Empire. 3 fois. 3 superpuissances militaires. 3 effondrements complets. Tous suivant exactement la même séquence. Et voici ce qui devrait vous terrifier. L'armée américaine, qui domine les conflits mondiaux depuis 80 ans, montre tous les signes avant-coureurs qui sont apparus avant ces 3 effondrements. Nous ne sommes pas au début du schéma. Nous sommes à l'étape 4 sur 6. La même étape où le mythe de l'invincibilité de Rome s'est brisé. La même étape où l'armée française s'est révélée creuse. La même étape où la réputation militaire de l'Union soviétique est morte dans les montagnes d'Afghanistan. Voici l'histoire de la façon dont les empires perdent leur avantage militaire, comment la réputation perdure longtemps après que la capacité soit morte, et pourquoi tous les signes avant-coureurs indiquent que le tour de l'Amérique est venu. Avant d'examiner le schéma, vous devez comprendre à quoi ressemble réellement le déclin militaire. Pas en théorie, en pratique. Ce que cela signifie quand l'armée d'une superpuissance meurt. L'effondrement militaire ne commence pas par une défaite sur le champ de bataille. Il commence par un évidement interne. Des coupes budgétaires déguisées en efficacité. Des problèmes de recrutement imputés à la culture. Un équipement vieillissant pendant que les achats stagnent. Une qualité de formation en déclin pendant que les normes sont abaissées. Au début, le déclin est invisible. L'armée possède toujours des bases partout. Elle possède toujours des armes avancées. Les généraux font toujours des discours confiants. Les alliés font toujours confiance aux garanties. Mais sous la surface, les fondations pourrissent. Puis vient le moment de vérité. Un conflit qui expose l'écart entre la réputation et la réalité. Une défaite qui n'aurait pas dû se produire. Un ennemi qui n'aurait pas dû gagner. Et soudain, l'empereur est nu. C'est alors que le schéma s'accélère. Les alliés commencent à se couvrir. Les ennemis testent les limites. Chaque engagement devient un point d'interrogation. L'armée qui garantissait autrefois la sécurité devient un handicap. Et l'empire qui s'est construit sur la projection de force découvre qu'il ne peut plus projeter de force. Ce n'est pas théorique. C'est ce qui est arrivé à Rome, à la France et à l'Union soviétique. Et c'est arrivé parce qu'ils ont fait exactement les mêmes erreurs que nous faisons maintenant. Ils croyaient que leur force militaire était permanente. Ils ont laissé la préparation décliner tout en maintenant les apparences. Ils ont confondu réputation et capacité. Et ils n'ont réalisé la vérité que lorsqu'il était trop tard pour la corriger. Examinons comment cela s'est réellement produit 3 fois. Exactement de la même manière. Commençons par le modèle. Rome. Pendant 400 ans, les légions romaines étaient inarrêtables. Elles ont conquis la Gaule, la Bretagne, l'Égypte, la Judée, la Grèce, l'Espagne, l'Afrique du Nord. Tout royaume qui défiait Rome était détruit. La Légion était la force militaire la plus avancée du monde antique. Soldats professionnels, équipements standardisés, discipline de fer, tactique brillante.
Rome contrôlait tout, de l'Écosse à la Syrie. 3 continents. 60 millions de personnes. L'armée était le fondement de cette puissance. Mais sous la réputation, les légions mouraient. L'armée avait atteint son apogée sous Trajan. 200 ans de déclin avaient suivi, mais personne ne voulait l'admettre. Voici ce qui se passait en interne. Rome ne pouvait plus recruter suffisamment de citoyens. L'ancien système où les citoyens romains servaient dans les légions s'était effondré. La citoyenneté avait été étendue à tous dans l'Empire, ce qui semble généreux, mais cela a détruit la culture militaire. Pourquoi un fermier égyptien se battrait-il pour Rome? Alors Rome a fait ce que fait toute armée en déclin. Ils ont abaissé les normes, ils ont recruté des barbares, tribus germaniques, Goths, Huns, quiconque voulait combattre. Plus de la moitié des légions de Rome étaient des mercenaires étrangers qui ne ressentaient aucune loyauté envers Rome. La qualité de l'équipement a décliné. L'ancien équipement standardisé qui rendait les légions efficaces était trop cher. L'armure est devenue plus légère. La formation plus courte, la discipline affaiblie. Mais la réputation de Rome tenait bon. Quand l'armée romaine marchait, les ennemis reculaient encore. Le souvenir de l'invincibilité romaine faisait le travail que la capacité réelle faisait autrefois. Puis vint la bataille d'Andrinople. L'empereur romain d'Orient, Valent, affrontait une armée gothique en Thrace, la Turquie actuelle. Valent pensait que ce serait facile. Les Goths étaient des barbares. Rome avait battu des armées barbares pendant des siècles. Mais ces Goths avaient de la cavalerie lourde. Les légions n'étaient pas préparées. Valens a chargé sans attendre les renforts. Les Goths ont encerclé l'armée romaine. Les légions ont été massacrées. 2/3 de l'armée romaine orientale ont été anéantis en une journée. L'empereur Valens lui-même est mort sur le champ de bataille. Une seule bataille, un après-midi, et le mythe de l'invincibilité romaine était mort. Les nouvelles se sont répandues dans tout l'Empire. Rome pouvait être vaincue. Rome était vulnérable. Et soudain, tous les ennemis que Rome avait contenus par la peur ont vu une opportunité. Les tribus barbares ont commencé à envahir. Les Wisigoths, les Vandales, les Huns. Rome ne pouvait pas les arrêter tous. L'armée qui avait conquis le monde ne pouvait pas défendre ses propres frontières. Juste 32 ans plus tard, Alaric le Wisigoth a mis Rome à sac. La ville qui n'avait pas été conquise depuis 800 ans est tombée en 3 jours. L'Empire romain d'Occident a titubé pendant encore 66 ans. Mais l'armée était finie. Rome ne pouvait plus aligner une armée. Des seigneurs de guerre germaniques contrôlaient tout. L'Empire qui avait été construit sur la domination militaire s'est effondré parce que l'armée était morte. Le schéma, force maximale, déclin interne caché par la réputation, première défaite majeure expose la réalité, cascade de défaites suit, l'Empire se termine. Maintenant, faisons un bond de 1360 ans. La France. Après la Première Guerre mondiale, la France avait l'armée la plus forte d'Europe. Ils avaient combattu l'Allemagne jusqu'à l'impasse pendant 4 ans. Ils avaient gagné. Les généraux français étaient célébrés. L'armée française était massive, bien équipée et expérimentée. La France avait construit la ligne Maginot, un système de fortification à la frontière allemande qui était censé être impénétrable. La stratégie militaire française était basée sur la défense, l'attrition et la conviction que l'Allemagne ne pouvait pas percer. Le reste de l'Europe regardait la France et voyait l'invincibilité. La Grande-Bretagne comptait sur la force militaire française. La Pologne faisait confiance aux garanties françaises. La Belgique croyait aux assurances françaises. Mais en dessous, la réputation était intacte tandis que la capacité déclinait. Voici ce qui n'allait pas. La doctrine militaire française n'avait pas évolué. Il prévoyait toujours de combattre à nouveau la Première Guerre mondiale. Défense statique, mobilisation lente, guerre d'attrition. Ils ont ignoré les leçons de la guerre mécanisée. Ils avaient des chars, mais ils les dispersaient dans des rôles de soutien d'infanterie au lieu de les concentrer. La théorie militaire allemande avait évolué. Blitzkrieg, attaques rapides et concentrées. Chars regroupés en divisions soutenues par l'aviation, perçant les points faibles et encerclant les ennemis. Vitesse, surprise, coordination.
La France avait plus de chars que l'Allemagne, plus d'hommes, plus de canons, mais ils avaient des tactiques dépassées, une structure de commandement lente et une pensée rigide. L'Allemagne a envahi. Le monde s'attendait à une autre longue guerre d'usure. Encore 4 ans de guerre de tranchées comme la Première Guerre mondiale. 6 semaines. C'est le temps qu'il a fallu. L'Allemagne n'a pas attaqué la ligne Maginot. Ils l'ont contournée par la forêt des Ardennes. Le commandement français a dit que les chars ne pouvaient pas traverser ce terrain. Ils avaient tort. Les panzers allemands ont percé à Sedan. Les défenses françaises se sont effondrées. En quelques jours, l'Allemagne avait coupé les armées françaises et britanniques en deux. Les Britanniques ont évacué à Dunkerque. Le gouvernement français a fui Paris. La France est rendue. 6 semaines après le début de l'invasion. L'armée que tout le monde pensait être la plus forte d'Europe a été détruite si rapidement que le monde entier a été choqué. Mais voici la vérité. La France ne s'est pas effondrée en 6 semaines. La France s'effondrait depuis 20 ans. La défaite a simplement révélé ce qui était déjà vrai. L'armée française était creuse. Elle vivait de sa réputation de la Première Guerre mondiale. La capacité réelle avait disparu. Le schéma, encore. Réputation intacte. Capacité en déclin. Défaite soudaine exposant la réalité. Et le monde réalisant que la puissance qu'il craignait n'existait plus. Maintenant, l'Union soviétique. Après la Seconde Guerre mondiale, l'URSS était une superpuissance militaire. Ils avaient vaincu l'Allemagne nazie. Ils avaient la plus grande armée du monde, des armes nucléaires, des satellites dans le monde entier. Une doctrine militaire qui avait écrasé les armées les plus puissantes d'Europe. Pendant des décennies, l'armée soviétique a dominé. Ils ont écrasé les soulèvements en Hongrie, en Tchécoslovaquie. Ils ont soutenu des mouvements communistes dans le monde entier. L'Occident craignait l'armée soviétique. L'OTAN existait pour la contenir. Mais en dessous de la réputation, l'armée soviétique pourrissait. Corruption, équipement obsolète, morale faible, généraux nommés pour leur loyauté politique plutôt que pour leurs compétences. Une économie qui ne pouvait plus soutenir les dépenses militaires. Mais personne ne le savait. L'URSS maintenait l'image de force. Puis ils ont envahi l'Afghanistan. Cela devait être facile. Un petit pays pauvre avec des insurgés tribaux. L'armée soviétique écraserait la résistance en quelques mois. Ils installeraient un gouvernement ami. Victoire rapide. 10 ans plus tard, ils se retiraient dans l'humiliation. Les moudjahidines afghans, armés de vieux fusils et de missiles Stinger, avaient tenu tête à la superpuissance soviétique. L'armée soviétique ne pouvait pas gagner. Ils ont perdu 15 000 soldats, des dizaines de milliers de blessés. Le moral s'est effondré. Les soldats revenaient accros à la drogue, traumatisés, brisés. La défaite en Afghanistan a révélé ce que beaucoup soupçonnaient. L'armée soviétique n'était pas aussi puissante que sa réputation. L'Empire n'était pas aussi fort qu'il le prétendait. Et une fois cette réputation brisée, tout s'est effondré. 2 ans après le retrait d'Afghanistan, l'Union soviétique a cessé d'exister. L'Empire s'est effondré. La défaite militaire avait révélé la faiblesse. Et une fois que la faiblesse a été exposée, l'ensemble de la structure s'est effondré. Le schéma, pour la 3e fois, réputation de force, déclin interne caché, défaite militaire exposant la réalité, effondrement rapide, 3 empires, 3 effondrements, un schéma, et maintenant les États-Unis. Depuis la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine a dominé le monde. Nous avons gagné la Seconde Guerre mondiale. Nous avons contenu l'Union soviétique. Nous avons gagné la guerre du Golfe si rapidement que le monde entier a été stupéfait. Nous avions la technologie la plus avancée, les meilleurs soldats, l'armée de l'air la plus puissante, la marine la plus grande. Personne ne pouvait défier la puissance militaire américaine. Mais sous la réputation, le déclin a commencé. Exactement comme Rome, exactement comme la France, exactement comme l'URSS. Voici comment cela s'est passé. Après la guerre du Golfe, l'Amérique pensait que la guerre moderne avait changé. Précision technologique, frappes aériennes,
Guerre courte et nette. Nous ne combattrions plus de longues guerres d'usure. Nous dominerions par la technologie. Alors nous avons réduit la taille des forces. Nous avons fermé des bases. Nous avons réduit l'armée. Nous avions encore la meilleure technologie, alors qu'il y avait besoin de plus de troupes. Puis vint le 11 septembre. Nous avons envahi l'Afghanistan. Nous avons renversé les talibans en quelques semaines. Victoire facile. Ensuite, nous avons envahi l'Irak. Nous avons renversé Saddam Hussein en 3 semaines. Encore une victoire rapide. Mais ensuite, quelque chose s'est passé que nous n'avions pas prévu. Les insurgés, la guérilla, les engins explosifs improvisés. Soudain, nous combattions des guerres que notre technologie ne pouvait pas gagner. Nous pouvions détruire n'importe quelle armée sur le champ de bataille. Mais nous ne pouvions pas vaincre des insurgés se cachant parmi les civils. Nous avons passé 20 ans en Afghanistan. 20 ans. La guerre la plus longue de l'histoire américaine. Et nous n'avons pas gagné. Voici ce qui se passait pendant que nous étions en Afghanistan et en Irak. L'équipement vieillissait. Nous utilisions le même matériel encore et encore. Les avions, les navires, les chars étaient usés par des déploiements constants. Nous ne les remplacions pas assez rapidement. Le recrutement est devenu difficile. Après 20 ans de guerre, moins de gens voulaient rejoindre l'armée. Nous avons commencé à manquer nos objectifs de recrutement. Le budget était consommé par les opérations. Nous dépensions de l'argent pour la guerre, pas pour la modernisation. La Chine et la Russie développaient de nouvelles armes. Nous utilisions encore du vieux matériel. Le moral a chuté. Les soldats effectuaient 4, 5, 6 déploiements. Le SSPT, les suicides, les meilleurs officiers et sous-officiers partaient. Ils en avaient assez. Mais la réputation tenait bon. Le monde voyait encore l'Amérique comme la superpuissance militaire. Nous avions toujours des porte-avions partout. Nous avions toujours des bases dans le monde entier. Nous parlions encore dur. Les Alliés faisaient encore confiance à nos garanties. Puis vint le retrait d'Afghanistan. Le président Biden a annoncé que nous partions. Après 20 ans, nous nous retirions. L'armée afghane que nous avions passé 20 ans à former s'est effondrée immédiatement. Les talibans sont entrés à Kaboul. Les scènes à l'aéroport étaient chaotiques. Des Afghans tombant d'avion. L'armée américaine effectuant une évacuation paniquée. 13 membres du service américain tués dans un attentat suicide. Le dernier avion a décollé, laissant derrière lui des milliards d'équipements, hélicoptères, véhicules blindés, armes, lunettes de vision nocturne. Nous avons armé les talibans avec un équipement plus avancé que celui de la plupart de nos alliés. C'était l'étape 4. C'était notre Andrinople américain, notre moment où l'écart entre réputation et réalité a été exposé. Nous ne pouvions pas vaincre les talibans. 20 ans et nous avons perdu. L'armée la plus puissante de l'histoire a été battue par une insurrection avec des fusils et des explosifs improvisés. Et tout comme Rome après Andrinople, tout comme la France après la défaite, tout comme l'URSS après l'Afghanistan, le monde a pris note. La Chine a regardé, la Russie a regardé, l'Iran a regardé. Et ils ont vu de la faiblesse. Mais ce n'est pas seulement l'Afghanistan. Les signes avant-coureurs sont partout. Parcourons-les. Car chaque indicateur qui est apparu avant l'effondrement militaire de Rome, de la France et de l'URSS clignote en rouge pour l'Amérique en ce moment. Crise de recrutement. L'armée américaine manque ses objectifs de recrutement de 25%. Vieillissement de l'équipement. Les bombardiers Bek-52 datent des années 50. Les missiles nucléaires Minuteman III datent de 1970. L'âge moyen des avions de l'armée de l'air est de 28 ans, le plus vieux de l'histoire. Les navires sont maintenus en service des décennies au-delà de leur durée de vie prévue. Le porte-avions USS Nimitz a 48 ans et est toujours déployé. Nous ne remplaçons pas l'équipement assez rapidement parce que les achats sont cassés. Dépassement de budget. Retard. Le programme F-35 a 15 ans de retard et 183 milliards de dollars de dépassement de budget et il a encore des problèmes. Pendant ce temps, la Chine construit des navires plus vite que nous ne pouvons les compter. Ils ont lancé 3 porte-avions dans le temps qu'il nous a fallu pour en construire un. Rétrécissement de la structure des forces. La marine est à 290 navires.
La Chine en a plus de 350. Nous sommes passés de 50 et un sous-marin d'attaque à 49, tandis que la Chine en a 66 et en construit davantage. L'armée de terre est passée de 566 000 soldats en service actif à 452 000 aujourd'hui. L'armée de l'air a moins d'avions qu'à tout moment depuis sa création. Nous sommes plus petits, plus vieux et plus étirés que jamais. Problème de préparation. Seuls 50% des chasseurs de l'armée de l'air sont opérationnels à un moment donné. Cela signifie que la moitié de la flotte est clouée au sol pour maintenance ou réparation. Les navires de la marine passent moins de temps en mer parce que les retards de maintenance sont si graves. Les heures de formation sont réduites pour économiser de l'argent. L'armée est moins prête à se battre maintenant qu'à tout moment depuis les années 70. Problème budgétaire déguisé par de gros chiffres. Le budget de la défense dépasse 800 milliards. Cela semble énorme. Mais la majeure partie va au coût de personnel, aux avantages et aux opérations. Seulement 20% vont aux achats et à la modernisation. Nous dépensons plus mais obtenons moins. Et parce que nous avons des engagements partout, nous ne pouvons concentrer nos forces nulle part. Nous sommes forts nulle part parce que nous sommes répartis partout. Érosion de l'avantage technologique. La Chine possède des missiles hypersoniques qui peuvent couler des porte-avions. Nous n'avons pas encore de défense contre eux. La Russie possède une technologie de brouillage qui perturbe nos communications et notre GPS. Nos drones sont abattus en Ukraine. L'avantage technologique qui a défini la domination militaire américaine pendant 30 ans disparaît. D'autres pays rattrapent leur retard. Et dans certains domaines, ils nous ont dépassés. Problèmes de morale et politique. Les taux de suicide dans l'armée sont à des niveaux records. La rétention est un problème. Les meilleurs officiers et sous-officiers partent pour des emplois dans le secteur privé. La confiance dans la direction diminue. Des guerres culturelles se déroulent au sein de l'armée. Les divisions politiques affectent la cohésion des unités. C'est le genre de pourriture interne qui a détruit les légions romaines et les divisions soviétiques. Et voici l'indicateur le plus critique. La réputation nous porte encore. Nos alliés font encore confiance aux garanties américaines, mais ils commencent à se couvrir. L'Arabie saoudite conclut des accords avec la Chine. Les Émirats arabes unis achètent des armes russes. La Corée du Sud développe sa propre dissuasion nucléaire parce qu'elle n'est pas sûre que l'Amérique la défendra. L'Europe parle d'autonomie stratégique, ce qui signifie qu'elle ne nous fait plus confiance pour la protéger. La réputation qui a maintenu nos ennemis prudents pendant 80 ans se fissure, et une fois qu'elle se brisera complètement, nous entrerons dans l'étape 5. L'étape 5 est la cascade. Une fois que les ennemis croient que la puissance militaire américaine est creuse, ils la testeront partout simultanément. La Chine se déplace sur Taïwan. La Russie pousse plus loin en Ukraine ou dans les pays baltes. L'Iran ferme le détroit d'Ormuz. La Corée du Nord agit contre la Corée du Sud. Et l'Amérique ne peut pas répondre à tout cela. Nous n'avons pas assez de navires, assez d'avions, assez de soldats, assez de stocks d'armes pour combattre dans plusieurs théâtres à la fois. Nos simulations de jeux de guerre montrent que nous perdons contre la Chine dans un conflit à Taïwan. Nous avons exécuté les scénarios des dizaines de fois. Nous perdons, non pas parce que l'armée chinoise est meilleure, mais parce que nous ne pouvons pas amener assez de force là-bas assez rapidement. Et une fois que nous perdons un seul porte-avions, une fois que la Chine démontre qu'elle peut couler des navires américains, toute l'illusion de la domination navale américaine meurt. C'est le schéma qui se déroule en temps réel. Nous sommes à l'étape 4. Le retrait d'Afghanistan était notre moment Andrinople. Le moment où le monde a vu que la puissance militaire américaine n'est plus ce qu'elle était. L'étape 5 arrive. Défis multiples dans plusieurs théâtres, alliés abandonnant les garanties de sécurité américaines, ennemis agissant sans peur. Et l'Amérique découvrant qu'elle ne peut pas défendre tous ses engagements. Le calendrier. Rome a mis 32 ans d'Andrinople au sac de Rome. L'URSS a pris 2 ans de l'Afghanistan à l'effondrement. La France a pris 6 semaines de l'invasion à la reddition. Le schéma s'accélère à chaque fois parce que le monde se déplace plus vite. L'information se propage instantanément. Les ennemis peuvent se coordonner globalement. Combien de temps l'Amérique a-t-elle? Peut être 5 ans, peut être 10,
mais la direction est claire. Et une fois que l'étape 5 commence, l'étape 6 arrive rapidement. Parce qu'une fois que la cascade commence, une fois que les alliés se couvrent et que les ennemis attaquent, l'Empire ne peut pas maintenir sa position. Les bases ferment. Les engagements sont abandonnés. L'armée se retire pour défendre la patrie. Et l'ère de la domination mondiale américaine se termine. Ce n'est pas inévitable. Mais l'arrêté nécessite quelque chose qu'aucune puissance militaire en déclin n'a jamais fait. Admettre le problème, accepter la réalité, et se restructurer fondamentalement avant l'effondrement. Rome ne l'a pas fait. La France ne l'a pas fait. L'URSS ne l'a pas fait. Ils croyaient tous que leur réputation les porterait. Ils pensaient tous qu'ils étaient différents. Ils ont tous découvert qu'ils ne l'étaient pas. Le schéma ne se soucie pas de l'exceptionnalisme. Le schéma est basé sur les mathématiques. Vous ne pouvez pas maintenir un empire mondial quand votre armée se vide. Vous ne pouvez pas projeter de puissance partout avec une force en diminution. Vous ne pouvez pas maintenir la préparation quand l'équipement vieillit et que le recrutement échoue. Vous ne pouvez pas compter sur la réputation une fois que cette réputation s'avère fausse. 3 fois, ce schéma a détruit des superpuissances militaires. Rome, la France, l'Union soviétique. Chacune croyait que son armée était permanente. Chacune a ignoré les signes avant-coureurs. Chacune a confondu réputation et capacité. Et chacune s'est effondrée quand la réalité a finalement rattrapé. Les États-Unis suivent le même schéma. Même signe avant-coureur. Même déni. Même trajectoire. Nous sommes à l'étape 4 sur 6. Le retrait d'Afghanistan était notre moment de vérité. L'étape 5 est la cascade de défaites. L'étape 6 est la fin de la domination militaire américaine. La question n'est pas de savoir si cela se produit. Le schéma dit que oui. La question est à quelle vitesse et si quelqu'un est prêt à accepter la réalité avant qu'il ne soit trop tard. Si cela vous a donné une perspective différente sur la position réelle de la puissance américaine, abonnez-vous. Parce que lorsque l'étape 5 commence, lorsque la cascade commence, vous voudrez comprendre ce qui s'est passé et pourquoi. Le schéma est écrit dans l'histoire. Et l'histoire dit que nous y sommes.